Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette septième webconférence du dispositif REX Bâtiment Performant de l'AQC. Donc, on est encore nombreux aujourd'hui. Un petit rappel pour vous dire que les précédentes webconférences sont disponibles en replay et les rapports thématiques également sont disponibles sur la mallette pédagogique du dispositif REX Bâtiment Performant. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter du dispositif REX Bâtiment Performant pour avoir les informations sur les sorties, les nouveautés, etc. Pour démarrer, en attendant que tout le monde arrive, je vais lancer un petit sondage pour voir un petit peu les personnes qui sont présentes, leur domaine d'activité. Hop, je vais lancer ce sondage, donc vous pouvez y répondre. Normalement, c'est parti. Pendant que vous répondez au questionnaire, je vous rappelle rapidement les thématiques qui ont déjà été abordées sur les dernières webconférences qui avaient démarré au début du printemps de cette année. Donc, on avait traité de la ventilation simple flux en rénovation, de la double flux, de l'isolation des rampants, de l'éclairage artificiel, de l'isolation par l'extérieur et chauffe-eau thermodynamique. Donc, si je regarde ma participation, voilà, vous avez quasiment tous répondu. Hop, je vais mettre fin au sondage. Voilà, on a une petite majorité de bureaux d'études, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre également, entreprise. Donc, merci à tous de participer. Voilà, je termine le sondage. Donc, au sommaire aujourd'hui, en bref rappel, comme d'habitude, de ce qu'est le dispositif Rex Bâtiment Performance. C'est important pour comprendre d'où viennent les retours d'expérience et puis comment on choisit les enseignements qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je laisserai ensuite la parole à Pauline Lefort, qui est chef de projet qualité construction et filière matériaux chez Envirobat Occitanie, et qui donc vous présentera les enseignements du rapport concernant l'isolation en sous-face des planchers bas en rénovation. Je vais garder un œil aussi dans le chat au cours de la présentation pour relever les questions et puis les partager avec Pauline. Mais n'hésitez pas à utiliser, vous, cet espace pour échanger entre vous si on n'a pas relevé les questions au fur et à mesure. On terminera la présentation aussi par une présentation de la mallette pédagogique, qui est le réceptacle de tous nos supports, de toute notre production. Et puis un petit rappel, donc ça c'est ce qui change un petit peu par rapport aux webconférences, un petit rappel sur le MOOC Rénovation performante, risque et bon réflexe, qui est ouvert depuis le 28 septembre sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable et dont on a ouvert la troisième semaine de travail mardi dernier, donc la séquence 3 et 6, puisqu'il y a deux parcours en parallèle, un parcours enveloppe et un parcours équipement. Donc ça, j'en reparlerai à la fin de la présentation. Alors, si ce que je peux faire aussi, je ne sais pas si vous y participez à ce MOOC, on peut faire un petit sondage pour voir aussi si vous êtes déjà inscrit. Hop, je vais lancer le sondage. Moi, ça va me permettre d'ajuster la présentation en fin de présentation en fonction des personnes qui connaissent ou non ce MOOC. Hop, voilà. Alors, on est presque à 50-50 entre les personnes qui sont déjà inscrites sur le MOOC et ceux qui ne le sont pas. Et puis, allez, presque 15-20% qui vont s'y inscrire à la suite de la webconférence. Voilà, merci à vous. Alors, donc, pour démarrer, juste pour resituer le contexte, donc un petit rappel, l'AQC, qui est une association loi 1901 et qui a pour mission la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité dans la construction. Elle regroupe 49 organismes de la filière bâtiment autour de trois commissions: l'observation, la prévention de produits mis en œuvre, qui est la C2P, et la commission prévention construction, la CPC. Elle héberge également le secrétariat des grands programmes comme Pacte par le passé, RAGE, etc., FIBAT, Profil aujourd'hui, puisqu'on est toujours dans ce programme Profil jusqu'à la fin de l'année. Les enseignements qui vont vous être présentés par Pauline aujourd'hui sont issus de retours d'expérience menés dans le cadre et avec la méthodologie du dispositif Rex Bâtiment Performant, qui est un des observatoires de l'AQC, celui spécifiquement lié aux risques émergents. Donc, ce dispositif Rex Bâtiment Performant, il met à l'honneur sur cette campagne Profil les visites 2020-2021, et donc il est financé par ce programme Profil et il concerne la rénovation. Sur ce programme Profil, donc c'est le programme de la filière pour l'innovation en faveur des économies d'énergie. Vous trouverez le lien dans le chat. Mathias va vous mettre les liens au fur et à mesure de la présentation dans le chat pour que vous puissiez les récupérer. Donc, c'est un programme qui regroupe 9 projets pour faciliter et fiabiliser la rénovation énergétique des bâtiments existants. Et donc, ce projet Rex Rénovation, dont on vous présente des enseignements aujourd'hui, fait partie de ces 9 projets. Sur le site Profil, vous allez retrouver, en ce moment, en plus, on est en fin de programme, donc vous allez retrouver toutes les ressources qui sont publiées.
Un petit retour sur le dispositif Rex Bâtiment Performant. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un dispositif de retour d'expérience qui est basé sur la collecte sur le terrain, réalisé par nos enquêteurs, donc comme Pauline, par exemple, pour Envirobat Occitanie. Aujourd'hui, on a 10 enquêteurs sur le territoire qui mènent ces retours d'expérience. Donc, concrètement, ils réalisent des visites de bâtiments performants et rencontrent les acteurs qui ont participé à leur conception, leur réalisation. Donc, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau d'études, entreprise, etc. Donc ensuite, toutes ces données sont collectées dans une base de données. Donc ça, c'est l'étape 2. Ensuite, il y a une étape d'analyse selon les critères que l'on souhaite étudier. Donc, par exemple, la thématique d'aujourd'hui, l'isolation en sous-face des planchers bas. Donc, on fait une extraction ad hoc dans la base de données et on est accompagné par des contributeurs experts de la thématique pour essayer d'identifier les enseignements majeurs, puisqu'on n'est pas exhaustif hein, sur ces rapports thématiques. Et donc, du coup, là, pour ce rapport, on a travaillé avec Clément Castel de Energelio et Gilles Française du CETI, qui sont présents parmi nous dans le chat aussi. Donc, ils vont participer aux réponses à vos questions. Donc, vient ensuite la dernière étape, qui est l'étape de valorisation de ces enseignements. C'est ce que l'on fait aujourd'hui et puis depuis le début de l'année, où on va présenter ces enseignements, présenter aussi, donc, j'ai parlé de la mallette pédagogique tout à l'heure, qui permet aussi de recevoir d'autres types de supports que les webconférences. Vous avez des photos commentées, des études de cas, des QCM, etc. Voilà, toutes ces analyses, elles sont aussi c'est complété. Je vous ai parlé du MOOC tout à l'heure, qui permet vraiment de prendre toute la matière qu'on a et de le mettre sous forme d'outils éducatifs. Donc là, je vais laisser la parole à Pauline pour vous donner quelques informations sur le centre de ressources Envirobat Occitanie. Donc à toi, Pauline. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pauline Lefort, chef de projet qualité construction et filière matériaux Envirobat Occitanie. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Envirobat Occitanie, on est une association loi 1901, donc une structure qui est membre du réseau bâtiment durable et qui s'est fixé comme objectif de réduire tout ce qui est empreinte environnementale des quartiers et des bâtiments dans notre région. Donc tout ça à travers, en faisant évoluer les pratiques des professionnels pour répondre aux différents enjeux de la transition énergétique et écologique. Donc cette association régionale, aujourd'hui, on compte 200 adhérents représentatifs des différents acteurs du secteur. On est implanté à la fois sur Montpellier et sur Toulouse, avec une dizaine de salariés aujourd'hui. Voilà, et financé par l'État, notamment l'ADEME, la région et l'Europe. Donc, on est à la fois un réseau d'acteurs et un centre de ressources sur toutes les questions environnementales dans le secteur de la construction et de l'aménagement. Donc, on a différentes actions qui visent à accompagner les projets, les acteurs, observer et capitaliser tout ce qui est tendance liée à la rénovation, la construction neuve. Voilà, bon, on a tout un tas d'outils et bien sûr de mise en réseau, d'information, de formation des acteurs sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez en savoir plus, à consulter notre site internet et puis et aussi l'agenda, notamment pour avoir des informations sur les événements qui ont lieu en région. Ok, merci Pauline. Donc juste avant de démarrer la présentation des enseignements qu'on a retenus, pour ceux qui ne connaissent pas la manière de présenter les choses dans notre collection 12 enseignements à connaître, je vais vous diffuser un petit très bref présentation des rapports, de la manière dont ils sont construits, puisque tous les rapports sont construits de la même manière à l'AQC pour cette collection. Alors, le partage d'écran, voilà. J'espère que vous le voyez. Donc, ce que je disais, ils sont toujours construits de la même manière, puisque le travail dans le cadre du dispositif Rex Bâtiment Performant est toujours de démarrer par les constats de non-qualité qu'on a pu voir sur le terrain, puisque c'est en priorité ça qu'il faut corriger, qu'on essaye d'amener des solutions correctives et des bonnes pratiques. Donc, vous avez toujours la partie analyse sur la gauche des enseignements et puis la partie illustration sur la partie de droite. Donc, voilà, c'était simplement pour vous montrer ça. Je vais relaisser la main à Pauline du coup, pour démarrer la présentation avec une petite introduction sur le sujet qui est abordé aujourd'hui. Oui, ok. Donc, pardon, je suis allée un petit peu rapidement. Donc, la petite partie introductive, c'est vraiment pour cadrer le sujet et se mettre d'accord sur ce qu'on entend par le terme plancher bas et les différents cas qu'on peut rencontrer sur le terrain. Donc, le plancher bas, ça va être vraiment la paroi donc, horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.
Donc, on a en dessous de cette paroi différents cas. On peut trouver évidemment le sol si on est sur terre-plein. On peut trouver un vide sanitaire, accessible ou non, un local non chauffé de type garage, cave. On a aussi des cas sur lesquels on est directement sur l'extérieur, dans le cadre de porte-à-faux, de porche, de construction sur pilotis, etc. Donc, c'est vrai que généralement, il est intéressant d'isoler le plancher bas, à la fois pour des questions énergétiques, puisque c'est éviter tout ce qui va être déperdition et donc surconsommation, puisque le flux de chaleur va aller du volume chauffé vers le volume non chauffé, mais aussi pour augmenter le confort, donc tout ce qui va être notamment les sensations de parois froides, et qui vont être d'autant plus importantes si le reste de l'enveloppe est bien traité. Donc, c'est vrai aussi que dans certains cas, il peut être intéressant de ne pas isoler parce qu'on veut pouvoir conserver l'inertie du sol ou du tampon, du sous-sol. Alors, il y a différentes techniques qui existent pour cela. Ce n'est pas ce qui sera abordé aujourd'hui dans ce sujet, et c'est pas ce qui est, dans cette présentation, et ce n'est pas non plus ce qui est abordé dans le rapport. Donc, dans le rapport, on se focalise vraiment sur ces enseignements dans le cadre où il est vraiment pertinent d'isoler pour toutes ces questions de confort et de performance énergétique. Alors ensuite, on peut se poser la question de comment isoler. Donc là aussi, il y a différentes façons de procéder. Donc soit on peut procéder par le dessus du plancher bas. Donc ça va être par exemple une isolation sous chape. Et on peut aussi isoler par en dessous. Et ensuite, évidemment, on peut avoir des solutions mixtes. Enfin, il y a vraiment plein de cas qui existent et plein de contraintes, notamment en fonction des hauteurs sous plancher, de l'accessibilité du volume en sous-sol, etc., etc. Des types de travaux aussi qui sont réalisés de façon globale au niveau du bâti. Et enfin, donc au-delà de cette solution, est-ce qu'on va isoler par le dessus ou par le dessous? Il y a différentes techniques. Donc, on peut isoler avec une projection d'isolant, on peut isoler avec des panneaux rigides rapportés sous dalle, on peut isoler aussi parfois avec des solutions de faux plafond, de caissons, de choses comme ça. Donc, moi, j'ai rencontré toutes ces techniques sur le terrain. Et par contre, les techniques qui étaient quand même les plus courantes, ce sont les deux premières que j'ai notées en gras, la projection d'isolant en sous-face et les panneaux rigides rapportés sous dalle. Donc, les enseignements que nous allons voir se concentrent vraiment sur les cas où on peut isoler le plancher en sous-face. Peut-être Samuel. Ouais, du coup, on va démarrer par le premier enseignement qui est celui de limiter le pont thermique à la liaison plancher bas, mur extérieur, lorsque ceux-ci sont isolés par l'extérieur. Donc, juste avoir quelques non-qualités qui ont pu être observées sur le terrain et qui expliquent qu'on a choisi de présenter cet enseignement. Oui, donc effectivement, dans le cadre de l'isolation des planchers bas, le sujet des ponts thermiques est un sujet essentiel à traiter. Donc, sur cette première illustration, sur cette photo, donc on est dans le cadre d'un vide sanitaire accessible. Et ce que l'on peut voir sur la photo de gauche, donc on est sur une projection d'isolant en sous-face. Cette projection s'arrête au-dessus du soupirail, pardon. Et sur la photo de droite, vous voyez le même bâtiment évidemment pris côté extérieur. Vous avez une isolation des murs par l'extérieur qui s'arrête également exactement au même niveau, au niveau des soupiraux. Pardon, diapositive suivante. Un autre exemple, ça va être dans cet exemple à gauche, nous sommes dans un local non chauffé, bien entendu. Le plancher bas a été isolé en sous-face par des panneaux rapportés. On voit que l'isolation, là aussi, s'arrête au droit du mur périphérique. Et là, par contre, ce qu'on peut voir sur la photo droite, c'est qu'on se trouve dans un cas où l'isolation par l'extérieur descend bien jusqu'au pied de façade. Dans les deux cas, nous avons une isolation qui s'arrête au droit du mur périphérique. Et donc, on a la création d'un pont thermique linéique à la jonction mur extérieur plancher bas, avec comme impact un risque à la fois de condensation et, si c'est le cas, de développement de moisissures en pied de mur du local chauffé. Donc, l'idée, c'est de savoir comment traiter du coup ce pont thermique. Donc, la solution corrective consiste à aller faire un retour d'isolant côté intérieur d'au moins 30 cm. Donc, il faut s'assurer pour cela que le côté extérieur, le mur, soit bien isolé sa partie courante et sur son soubassement en continuité de cette partie courante, toujours pour des questions de continuité d'isolation, bien entendu. Donc, on peut avoir des cas, on le verra également plus tard dans d'autres enseignements, où on peut être gêné par des contraintes techniques, comme les réseaux qui peuvent être fixés en partie haute des murs. Donc, dans ce cas-là, l'idée, c'est de vraiment dévoyer ces réseaux pour permettre ce retour d'isolant en haut de mur. Et on l'a vu aussi sur une photo précédente, on peut être gêné par une ouverture. Donc là, l'idée, ça va être, comme pour toute isolation, de pouvoir créer un cadre dans le plan d'isolation pour conserver les ouvertures existantes tout en faisant ce retour d'isolant. Donc, concernant cet enseignement, les bonnes pratiques qu'on a retenues, c'est vraiment de
concevoir une isolation de ce plancher bas par manchonnage, c'est-à-dire d'avoir des choses symétriques côté intérieur et extérieur. Donc, côté extérieur, s'assurer que l'ITE vient redescendre en dessous du plancher bas. Donc, évidemment, si ce n'est pas le cas, il va falloir le faire avec un produit qui sera adapté à la fois au fait d'être en pied de façade et éventuellement en partie enterrée. Côté intérieur, de créer du coup une retombée d'isolant qui soit bien sûr en continuité de l'isolation du plancher bas. Et bien sûr aussi de réaliser tout ce qui va être carnet de détails en phase conception et réalisation, sinon on risque de ne pas avoir les travaux qui soient correctement réalisés. Toujours dans l'idée, en fait, ce retour d'isolant, c'est vraiment dans l'idée d'allonger le trajet que doit suivre le flux de chaleur. Donc là, on voit une illustration pour ces bonnes pratiques, de concevoir donc une isolation des rives du plancher bas par manchonnage, avec la photo qui montre bien le retour d'isolant côté intérieur. Donc avant de passer juste à l'enseignement suivant, un petit rappel suite à une question qui a été posée dans le chat. Sur l'échantillon des opérations qui ont été visitées et qui ont permis d'alimenter la base de données. Donc, on est sur ce qu'on appelle des bâtiments performants. Donc, c'est des bâtiments qui ont cherché à aller au-delà de ce qu'on peut faire habituellement en termes de performance énergétique, performance environnementale ou mise en œuvre de matériaux innovants. Donc, la question, c'était, avez-vous fait une évaluation des isolations à 1 euro? Alors, dans l'échantillon, il peut y en avoir. Ce n'est pas un critère spécifique qu'on a recherché. Mais dans ces isolations en euros, c'est un des dispositifs qui existe pour aller sur de la performance de bâtiment. Donc, dans l'échantillon, il peut y avoir des opérations qui ont bénéficié de ces dispositifs, mais ce n'est pas du tout en aucun cas une spécificité de la recherche des opérations. Voilà, juste pour passer à l'enseignement suivant, donc, qui est celui d'isoler les poutres en contact avec le plancher à isoler. Donc, encore une fois, la même démarche, quelle non-qualité vue de manière récurrente ou importante sur le terrain nous ont poussé à choisir cet enseignement. Oui, donc effectivement, un autre pont thermique linéique qui n'est régulièrement, on va dire, non traité. Donc ça, c'est un cas que j'ai trouvé, moi, dans mon échantillon, qui est évidemment pas statistique, mais assez fréquemment, et quelle que soit la typologie, que ce soit de la maison individuelle ou du logement collectif, et là aussi, après, quelles que soient les techniques, parce que je ne l'ai pas précisé en introduction, mais évidemment, vous l'avez compris, la technique en question, c'est pas ou le procédé, c'est pas ce qui nous. Enfin, on s'intéresse à tous les types d'isolants et toutes les techniques. Donc là, dans cet exemple, on est dans le cadre d'une maison où le rez-de-chaussée, on n'est pas ni chauffé ni équipé. On a le plafond de ce rez-de-chaussée qui a été isolé à l'aide de panneaux rapportés sous dalle. Et on voit à la fois visuellement à l'œil nu et sur la photo, sur le thermogramme, donc la photo prise avec la caméra thermique, on voit bien que les poutres en béton n'ont pas été isolées. Et donc l'image thermographique permet de nous montrer les déperditions qui sont engendrées par cette absence d'isolation. Et ce qu'on peut remarquer également, ça va être l'impact de la déperdition par les fixations qui étaient dans le cas présent des chevilles métalliques. Donc, autre exemple de la même problématique dans un garage, donc là aussi, un cas qu'on rencontre très fréquemment avec du flocage. Et on a voilà, des poutres en béton qui parfois sont restées nues. Donc après, il y a tout le temps, c'est toujours pareil, il y a toujours des explications au pourquoi de cette non-qualité. Et par exemple, sur les histoires de garage, c'est souvent des questions, ça peut être des questions d'altimétrie insuffisante, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, pour avoir une performance optimale, il faut isoler ces poutres. Donc là, les impacts, on l'a compris, on l'a déjà dit, donc c'est vraiment création de pont thermique. Et la performance qu'on avait prévue pour notre plancher bas et puis pour le bâtiment dans sa globalité, dans le cas d'une rénovation, va être évidemment moins importante que celle qui était prévue sur le papier, on va dire, ou que celle qu'elle aurait pu être. Donc là, la solution corrective, ça va être d'isoler les poutres sur leurs 3 faces. Alors si ce n'est pas possible, comme on l'a dit, pour par exemple des questions d'altimétrie, de hauteur sous plafond, de choses comme ça, on peut à minima les isoler sur leur retombée. Et donc, les bonnes pratiques, ça va vraiment être de repérer ces éléments-là lors de la visite préalable aux travaux. Donc, repérer les différents supports, parce qu'on peut avoir des cas où éventuellement les supports ne sont pas compatibles avec la même technique. Donc, choisir la technique la plus adaptée. Anticiper à la fois la question du matériel et du temps nécessaire pour isoler complètement ces éléments, tous ces éléments structurels qui vont être en contact avec cette dalle. Ça va être des poutres, mais ce sont aussi les hauts des poteaux, les murs de refend, on le verra plus tard. Et évidemment, ça va être aussi de la bonne pratique d'intégrer ces ponts thermiques de liaison dans les calculs pour avoir une performance thermique qui soit vraiment la performance thermique réelle. Alors, il faut savoir qu'il y a un guide du
du CSTB sur justement la technique de projection d'isolant par lumière minérale, qui nous indique que le fait de ne pas isoler tous les points thermiques de liaison associés à un plancher bas, que ce soit les poutres, les poteaux, les refends, peut multiplier par 3 le coefficient de transmission thermique de ce plancher. Et donc, le fait de traiter ces ponts thermiques va limiter cette augmentation jusqu'à la moitié. Donc, un exemple d'illustration où là, on est dans un garage, effectivement, où les poutres ont été isolées sur leurs 3 faces. Et du coup, de la même manière, avant de passer à l'enseignement suivant et pour essayer d'apporter des éléments de réponse sur les questions qui peuvent être posées dans le chat, notamment sur la plus-value financière d'un retour d'isolation ou la valeur de déperdition thermique sur ces ponts thermiques de poutres. Voilà, il faut avoir en tête financièrement, c'est toujours très compliqué de pouvoir modéliser ça et puis ça, c'est pas dans l'objet du dispositif. Mais voilà, il faut savoir que quelques centimètres suffisent. Clément pourra compléter la réponse dans le chat, mais à partir de 2-3 centimètres, on limite de 40% le pont thermique à ce niveau-là. Donc, pour passer à l'enseignement suivant, donc, qui est celui d'isoler l'accès entre les volumes chauffés et non chauffés. Encore une fois, dans la même démarche, quelles non-qualités nous ont poussé à choisir cet enseignement, Pauline? Oui, alors ça, c'est le cas plutôt rencontré dans les maisons individuelles. Je dis ça, mais la photo d'après vous montrera un autre cas qui sera le collectif. Mais, donc, on est typiquement dans un garage qui fait partie intégrante du volume de la maison. Ce garage n'est pas chauffé et on peut accéder à ce garage par un escalier intérieur, souvent avec une porte en haut en bas. Bon. L'escalier, là, sur cette photo, sur cette illustration, on voit que l'escalier qui passe par ce garage n'est absolument pas isolé. Et au-dessus de ce garage, il y a une chambre. Donc là, les travaux ont consisté à isoler le plancher bas en sous-face pour augmenter le confort dans cette chambre. Et par contre, donc, on peut voir que cette isolation s'arrête au droit de l'escalier et que l'escalier en lui-même n'est pas isolé. Autre cas, donc là, plutôt dans les cas de logement collectif, où on a un petit peu la même chose avec des circulations et qui mènent jusqu'à un escalier qui va en sous-sol parce que, par exemple, il peut y avoir des caves. Et là aussi, donc, le plancher bas est isolé, mais cette isolation, vous pouvez peut-être le voir sur la photo 3, s'arrête vraiment, voilà, c'est vraiment la dalle horizontale et à partir de là, ni le dessous de l'escalier, ni tout ce qui est paroi verticale ne sont pas isolés. Donc là, les impacts de tout ça, c'est évidemment des augmentations des déperditions, que ce soit des logements en eux-mêmes, des circulations vers cette cage d'escalier non isolée. Potentiellement un risque d'inconfort thermique en fonction de là où on se trouve par rapport à cette surface, dû à une sensation de paroi froide qui va être en provenance de la cage d'escalier. Alors peut-être moins perceptible sur des logements collectifs, mais très perceptible sur des logements individuels. C'est souvent qu'on a ce ressenti d'air froid qui vient par exemple d'un escalier qui mène à la cave. Et bien sûr, une performance thermique de la paroi qui va être moins importante que ce qu'on pensait. Donc là, la solution corrective, c'est tout bêtement de dire qu'il faudrait, dans l'idéal, compléter l'isolation du plancher bas par toutes les parois qui sont en contact avec le volume chauffé. Et donc là aussi, l'importance de réaliser un diagnostic global au moment de la visite de chantier, au niveau de la solution, et réfléchir aussi de façon au niveau du bâtiment, savoir quelles sont les améliorations énergétiques possibles qu'on peut réaliser en même temps, voilà, pour gagner parfois un petit peu sur tout ce qui va être préparation de travaux, ou alors même s'il faut le faire par étapes, mais en tous les cas d'anticiper ces différents travaux, d'intégrer du coup dans le devis l'isolation de toutes les parois qui sont entre volume chauffé et non chauffé. Et bien sûr, il va y avoir des travaux induits de type remplacement des portes d'accès, parce que si on a des portes qui sont ni isolées ni étanches, d'un point de vue et déperdition et confort, on ne va pas vraiment gagner grand-chose. Donc là, la bonne pratique, c'est vraiment de sortir de l'approche monolo et d'avoir une approche la plus globale possible. Donc c'est ce qu'on voit sur l'illustration d'après. On a une photo donc même typologie, une maison avec un sous-sol non chauffé. Le plafond de ce sous-sol a été isolé et toute la partie escalier, trémie a été isolée et la porte d'accès va être changée. Là, les travaux sont encore en cours pour être isolée et étanche.
Voilà ce que je peux dire sur cet enseignement et peut-être qu'on peut passer à celui d'après. Ouais, alors juste avant de passer à celui d'après, encore une fois, j'essaye de voir s'il y a des questions qui peuvent être traitées tout de suite. Il y en a notamment une sur l'enseignement précédent sur l'isolation des poutres et notamment des poutres en bois, sur le risque de pourrissement, etc. Donc là, ça fait vraiment notion un enseignement qui est traité hein, dans notre rapport. Alors l'enseignement ne sera pas détaillé aujourd'hui, mais c'est vraiment toute la question de la migration de la vapeur d'eau, parce que ça va être la principale cause potentiellement de pourrissement des poutres en bois et notamment de l'emplacement des membranes par vapeur côté froid. Donc, c'est des choses qu'on a vues aussi sur le terrain. Donc, vous avez un enseignement qui détaille un petit peu cette problématique. Et vous avez également dans le MOOC, dont je reparlerai à la fin, vous avez une séquence sur ce sujet-là également qui vous permettra d'avoir pas mal de réponses sur ce sujet. Voilà, pour passer à l'enseignement suivant, je te relaisse la main, Pauline. Ouais. Donc l'enseignement suivant, c'est un petit peu lié à ce qu'on a vu avant et aux accès intérieurs entre volume chauffé et non chauffé. Donc l'enseignement consiste à dire qu'il va falloir garantir une continuité de l'isolant sur toute la surface de la dalle, tout en conservant l'accès aux locaux. Donc ce qu'on voit sur cette photo, c'est qu'une partie de la dalle est restée non isolée pour pouvoir conserver donc une ouverture rendre possible l'ouverture de la porte donnant au garage. Donc, ce qui pose problème puisque nous voyons qu'il y a une zone entière qui reste complètement à nu. Autre exemple, c'est en fait donc l'opération qu'on a vue précédemment avec l'escalier non isolé, où là vous voyez que l'isolation, alors c'est peut-être pas très visible sur la photo, mais côté gauche, donc on a cette isolation par plafond suspendu qui s'arrête au droit de l'escalier en béton qu'on a vu précédemment. Et derrière, sur la photo donc, de gauche au fond, on a une porte d'accès à l'intérieur de la maison. Et le cadre de cette porte est plus haut que le niveau fini d'isolation, ce qui fait qu'il y a toute une partie qui est restée non isolée, qu'on voit sur la photo de droite, du coup, une zone du plafond donc, qui était une dalle béton complètement non isolée. Donc là, évidemment, création là aussi de ponts thermiques, inconfort thermique potentiel pour tout ce qui va se situer au-dessus de cette zone non isolée à cause de l'effet paroi froide. Et là encore, une performance thermique réelle moins importante que ce qui était prévu. Donc là, ben, la solution corrective, ça va être de traiter vraiment la zone qui ne l'a pas été avec un isolant. Alors, si possible, avoir une performance équivalente à l'isolant qui a été mis en place sur le reste de la surface. Si ce n'est pas possible, à minima, donc utiliser un isolant de moins d'épaisseur, un isolant plus performant. Et encore une fois, à minima, de placer l'isolant sur l'épaisseur du dormant. Alors, c'est sûr, ça ne sera pas forcément aussi performant, mais comme on l'a dit tout à l'heure, même si c'est que 2 cm ou 3 cm, ça a un impact important sur la réduction du pont thermique. Il va falloir aussi penser à étudier, pourquoi pas, la possibilité d'ouvrir la porte dans l'autre sens. Donc, en bonne pratique, là aussi, ça va être de faire attention lors de la visite préalable à l'établissement du devis, de regarder un petit peu tout ce qui va gêner pour avoir une isolation continue et complète de cette dalle. Donc, choisir la technique d'isolation, là encore, qui va être la plus en adéquation avec la configuration rencontrée. Et puis, anticiper à la fois le côté isolation de ce plancher bas et maintien de l'accès aux locaux. Ok, donc du coup, on va passer à l'enseignement suivant qui est celui de libérer au maximum le support à isoler avant toute intervention. Donc là, plusieurs non-qualités, hein, je crois, sur ce sujet, Pauline. Oui, effectivement. Donc là, on a, bon, ça va être un peu flagrante, mais c'est vraiment une photo prise sur le terrain où on a une discontinuité totale enfin, de l'isolation liée à des problèmes, finalement, à des obstacles. Alors, ces obstacles peuvent être, on va le voir plus tard, des réseaux, des équipements en tout genre. Donc là, on est dans le cas d'une porte de garage basculante dont les éléments de fixation n'ont pas été déportés du plancher avant son isolation. Il y a aussi des éléments en bois qui gênent, enfin bref. Donc voilà, la non-qualité saute un petit peu aux yeux sur cette photo. Deuxième photo, donc on voit des tuyaux de transfert des granulés d'une chaudière qui sont fixés donc, au support à isoler et qui n'ont pas été là non plus déportés avant les travaux d'isolation. Donc l'isolant s'arrête au niveau des tuyaux, repart derrière, donc on a une discontinuité de l'isolation. Donc, il peut s'expliquer, hein, toujours pareil, par différentes hypothèses, soit carrément une absence de vide préalable, hein, ce qui n'est évidemment pas souhaitable, une absence de travaux, en tous les cas, préparatoires à l'isolation proprement dite du plancher.
Donc, les impacts de cette discontinuité, ça va être bien sûr la création de ponts thermiques, hein, le fait que l'isolant s'arrête à chaque obstacle et la performance thermique attendue qui n'est pas au rendez-vous. Bon, je suis désolée, hein, les impacts sont toujours un petit peu, un petit peu les mêmes d'un enseignement à l'autre. Donc là, la solution corrective, quand on est dans ce cas de situation et que les dommages ont déjà été faits, c'est d'essayer de décrocher tout ce qui peut être décroché de la dalle pour essayer d'aller installer l'isolant là où il manque. Utiliser des éléments de fixation avec des rupteurs de pont thermique, bien sûr, dans l'idéal, et raccrocher ces éléments en dessous de l'isolant. Et penser aussi à combler les interstices dès qu'il y a des réservations un petit peu trop importantes. Donc vraiment faire attention à ces points-là lors de la visite préalable à l'établissement du devis. Choisir là encore la technique qui va être la plus adaptée avec la configuration rencontrée. Est-ce qu'on va être sur des panneaux? Est-ce qu'on va être sur de la projection d'isolant? Est-ce que voilà, on passe sur une autre solution? Identifier, quantifier les travaux qui doivent être réalisés avant l'opération d'isolation proprement dite. Et vraiment, pour les éléments qui ne peuvent pas être dévoyés, de prendre en compte l'impact qu'ils vont avoir dans le calcul de la performance thermique de la paroi. Et ce qu'on peut aussi recommander, c'est vraiment le jour de l'intervention, de ne pas réceptionner le support si celui-ci n'a pas été libéré comme il aurait dû. Donc, un exemple de bonne pratique, ça va être, sur cette photo, c'est des luminaires dans un garage qui ont été décalés de la paroi pour pouvoir permettre une projection continue d'isolant donc sur toute la surface de la dalle. Alors, on peut noter quand même qu'il aurait été préférable d'avoir un dispositif de fixation qui soit à rupteur de pont thermique, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, comme tout à l'heure, avant, j'en profite d'être entre deux enseignements pour rapporter quelques précisions par rapport aux questions qui peuvent être posées. La première, elle concerne essentiellement le fait d'utiliser même en fonction de l'espace disponible des isolants très minces pour pouvoir isoler même des parties qui sont plus difficiles à isoler. Et il y avait la question de la pertinence des isolants minces multicouches. J'ai envie de dire sur cette proposition, voilà, il y a une résistance thermique sur ces produits, donc pourquoi pas le point de vigilance qu'il va avoir qu'il faut avoir en tête encore une fois, ça va être la perméabilité à la vapeur d'eau de ces matériaux. Est-ce que oui ou non ils sont perméables à la vapeur d'eau, puisqu'on va être côté froid, donc avec possibilité de bloquer le transfert de vapeur d'eau. Donc ça va être essentiellement ça le point de vigilance sur l'utilisation de ces matériaux. Mais oui, ils vont permettre, vu qu'ils sont moins épais, ils ont une résistance thermique, ils vont permettre de pouvoir couper à minima ces ponts thermiques. Une autre question qui est plus liée aux interactions interfaces, le problème, c'est de savoir qui fait ces interventions pré- et post-travaux en préparation de l'isolant, donc ce qu'on vient de voir là dans l'enseignement. Donc clairement, les interfaces et interactions, c'est un gros morceau aussi qu'on a identifié, qu'on traite dans le MOOC pour savoir, voilà, dans le phasage des travaux, qui fait quoi, de bien le notifier pour que quand l'isolation démarre, tous ces travaux préalables soient déjà faits, bien mis en œuvre. Je te laisse continuer, Pauline, donc sur l'enseignement suivant, qui est celui de garantir un accès aux organes de manœuvre des réseaux piégés dans l'isolation. Oui, donc au-delà des équipements qu'on a vus précédemment, il peut y avoir beaucoup de réseaux notamment qui sont fixés au plafond. Donc là, on est dans le cadre d'un réseau d'eau sanitaire et qui ont été dans ce cas-là noyés, on va dire, par l'opération d'isolation. Et afin de maintenir un accès donc, aux vannes et aux raccords, il y a eu donc une découpe, d'ailleurs plus ou moins heureuse, de l'isolant pour conserver un accès à ces vannes. Donc, bien évidemment, on le voit là aussi de façon très nette qu'il y a un pont thermique généré par cette découpe d'isolant. Donc, voilà, création de pont thermique et performance thermique moindre que prévu. Donc là, ce qu'on pourrait préconiser en solution corrective, c'est de réaliser un bouchon isolant qui soit démontable pour pouvoir permettre à la fois d'avoir une isolation continue, tout en minimisant le pont thermique engendré, pour avoir une isolation continue et pouvoir maintenir l'accès aux vannes et aux raccords. La bonne pratique serait plutôt d'isoler tout ce qui est réseau et organes de manœuvre à l'aide de produits spécialisés. Il existe par exemple des coques isolantes, des choses comme ça, et d'anticiper l'achat de ces équipements lors de la visite préalable aux travaux. Là aussi, il est mentionné au devis. Donc, de voir s'il n'est pas possible de faire les deux opérations en une. L'isolation des réseaux, quand ce n'est pas le cas, et l'isolation du plancher. Donc, une illustration de bonnes pratiques rencontrées sur le terrain. Donc,
avec ce que je vous disais, là, le bouchon démontable, donc, qui permet d'intervenir ultérieurement sur le réseau et tout en minimisant le pont thermique engendré. Tout à fait. Donc, ça répond à une des questions qui a été posée, je crois, dans le chat. Je ne l'ai pas mise de côté. Ah, si, elle est là. Voilà, souvent, les particuliers émettent des craintes quant aux interventions rendues impossibles sur les tuyaux d'eau intégrés dans l'isolation. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer? Donc, voilà, donc, dans l'idéal, c'est d'isoler ces réseaux, mais de conserver un accès à tout ce qui est raccord WAN, comme vient de le dire Pauline. Sur l'enseignement suivant, on a souhaité, comme d'habitude aussi, changer un petit peu le mode de présentation et on vous propose de participer via le petit sondage. Donc, sur la question que Pauline va vous lire, et pendant ce temps-là, je vais mettre le sondage en route. Oui, alors là, la question, ça va être plutôt sous format QCM. Donc, en raison de leur proximité avec le sol, les volumes sous les planchers bas sont généralement soumis à une humidité importante. Donc, quelles sont les bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de leur isolation? Donc, on vous propose 5 choix. Donc, il y a plusieurs choix possibles. Donc, le choix A, c'est choisir un isolant adapté aux conditions hygrothermiques du volume non chauffé. Le choix B, poser un pare-vapeur entre l'isolant et le volume non chauffé. Le C, poser un pare-vapeur entre l'isolant et le volume chauffé. La proposition D, de bien ventiler l'espace habité. Et la proposition E, d'assurer une ventilation permanente de l'espace non chauffé. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à choisir plusieurs réponses. Voilà, je laisse quelques secondes pour que les personnes puissent répondre. Les propositions sont un petit peu longues, donc du coup, je vais laisser un petit peu de temps pour les personnes de répondre. Voilà, on a quasi les 2 tiers qui ont répondu. Hop, je vais mettre fin au sondage et vous le partagez. Donc voilà, on a une répartition des réponses qui se porte sur A, C et E. Est-ce que Pauline, tu peux nous donner les bonnes réponses et l'explication et puis détailler la réponse en s'appuyant sur les noms de qualité qu'on a pu voir sur le terrain? Alors oui, alors nous, on préconise plutôt le A, D et E, et je vais m'en expliquer. Donc le A, donc effectivement, choisir un isolant qui soit adapté aux conditions hygrothermiques du local, non chauffé. Bon, mais ça, c'est toujours une bonne chose. Afin d'éviter sa détérioration précoce, on peut effectivement se poser cette question du choix de l'isolant. Alors les solutions B et les propositions B et C. La question du pare-vapeur, alors c'est vrai que c'est une question qui n'est pas simple, hein, parce que comme on l'a vu, il y a vraiment beaucoup de cas qui existent. Là, on n'a pas trop détaillé, mais il y a, comme vous l'avez posé dans les questions apparemment, donc il y a pas mal de choses aussi sur en fonction des matériaux du plancher, hein, plancher béton, plancher bois, plancher métal, etc. Il y a vraiment beaucoup de cas. Donc, on pourrait penser effectivement que c'est une bonne idée. Donc, la solution B, si on réfléchit sur la partie, est-ce qu'il ne faut pas placer un pare-vapeur entre l'isolant et le volume non chauffé? On peut se dire que ça pourrait être une bonne idée pour empêcher un transfert d'humidité dans la paroi qui soit en provenance du sous-sol, puisque souvent les sous-sols sont humides. Mais finalement, la façon dont il faut réfléchir, c'est plutôt de se dire, dont il faut réfléchir physiquement, le flux de vapeur va aller du volume qui va être le plus chargé en humidité au volume qui va être le moins chargé. Et finalement, alors c'est souvent le cas effectivement du volume chauffé vers le volume non chauffé. Donc on pourrait se dire, on va mettre le pare-vapeur plutôt côté chaud, hein, donc entre l'isolant et le volume chauffé. Mais finalement, cette histoire d'hygrométrie entre locaux, ça dépend vraiment des conditions, des saisons, de plein de paramètres. Et donc, qu'on le mette d'un côté ou de l'autre, même si c'est plutôt favorable de mettre côté chaud que côté froid, de toute manière, il va y avoir un blocage de l'humidité. Et s'il y a un blocage de l'humidité, il va y avoir une perte de performance thermique, un risque de condensation, une détérioration à la fois du plancher, que ce soit les éléments en bois, les éléments en fer qui vont s'oxyder, les bétons qui vont se désagréger, et voilà, et aussi un risque sur la santé. Donc, de façon générale, donc là aussi, il peut y avoir des cas particuliers qui sont spécifiés par exemple dans les avis techniques, mais de façon générale, il est recommandé de ne pas mettre de diffusion à la vapeur d'eau dans un plancher bas. Donc, vous avez une recommandation qui a été précisée dans une fiche une fiche du stratégie de rénovation d'un rapport Pacte qui est sorti en octobre 2017 sur le sujet, solution technique d'isolation du plancher bas.
Et donc, on préconise que l'ensemble plancher plus isolant doit être perméable à la vapeur d'eau pour éviter une augmentation trop importante du taux d'humidité, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, c'est de façon générale. Après, bien entendu, on peut avoir des planchers qui, de fait, s'ils sont bien étanches, avec certaines configurations en béton, etc., peuvent être non perméables. Et donc, voilà, il y a des cas dans lesquels le pare-vapeur peut se mettre. Mais de façon générale, ce n'est pas recommandé. Vraiment, il faut garder en tête de se dire qu'on va laisser au maximum la perspirance de la paroi telle qu'elle était, ne pas la modifier. Et si jamais il y a besoin de mettre un pare-vapeur pour soutenir un isolant, une membrane, excusez-moi, justement, lapsus, s'il faut mettre une membrane pour soutenir l'isolant, d'utiliser quelque chose qui va être très perméable, très ouvert à la vapeur d'eau. Alors après, pour les parties D et E, finalement, ça va toujours être une bonne pratique à la fois de bien ventiler l'espace habité, parce qu'il va falloir le fait de bien ventiler, donc tout ce qui est volume chauffé, habitation, ça va limiter l'évacuation de l'humidité par les parois en provenance du coup du local chauffé. Et ensuite, d'assurer une ventilation permanente de l'espace non chauffé. Donc ça, c'est une bonne pratique. Là aussi, il faut tout le temps laisser une ventilation continue de l'espace non chauffé pour limiter les risques de stagnation d'humidité. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire en plus sur cette thématique de l'humidité, c'est que de toute manière, il est préconisé de faire un diagnostic en amont des travaux d'isolation et traiter tous les cas qui vont être humidité anormale dans le local. Ça peut arriver suite à des fuites d'eau à travers le plancher, des choses comme ça, c'est assez courant. Donc, bien entendu, bon là, ce n'est pas tout à fait l'objet de l'enseignement, mais de penser à faire un diagnostic humidité en amont pour traiter au mieux tous ces cas d'humidité dans les sous-sols. Du coup, peut-être quelques illustrations. Tu as pas mal détaillé déjà les réponses. Je sais que tu avais quelques illustrations sur des bonnes, enfin des non-qualités d'abord, bien sûr, et puis des bonnes pratiques ensuite. Alors là, on est dans le cas d'un constat qui concerne la ventilation du vide sanitaire ou du sous-sol, où donc on est dans une cave semi-enterrée, le plafond a été isolé et les soupiraux existants, donc ils ont été remplacés par des fenêtres. Et donc ces fenêtres sont majoritairement la majorité du temps fermées, donc elles empêchent de fait la ventilation naturelle du vide sanitaire. Donc ça, c'est une illustration de mauvaise qualité. Une autre illustration, c'est suite à l'isolation du plancher bas par projection d'isolant, les soupiraux ont été obstrués parce qu'ils ont reçu du coup cette projection d'isolant. Donc on a une ventilation du vide sanitaire qui, après travaux, est moins importante qu'avant. Donc là, quels sont les risques? Donc ça va être, bon, il y en a plusieurs, hein. Donc un risque de condensation qui va être accru, d'autant plus que finalement, une fois que la paroi est isolée, l'ambiance du vide sanitaire ou du sous-sol, donc après isolation, va être plus froide qu'avant vis-à-vis du volume chauffé, donc augmentation d'humidité relative, qui peut aller jusqu'à saturation. Donc on peut avoir un risque du coup lié à cette condensation de développement de moisissures sur les parois, donc à cause d'une humidité importante qui ne va plus être évacuée par la ventilation. Et comme je l'ai déjà dit un petit peu dans l'enseignement précédent, donc un risque de dégradation avec pourrissement des bois, oxydation des pièces métalliques, etc. Dégradation aussi des parements intérieurs quand il y en a, des éventuels objets, bon, tout le monde connaît ça, hein, entreposés dans ces locaux comme les cartons, etc., qui vont se désagréger. Et enfin, et non des moindres, un risque sanitaire important si vraiment on est dans un cas d'exposition au radon. Donc là, les solutions correctives, donc si c'est juste simplement, j'ai envie de dire, une obstruction de nettoyer donc les soupiraux obstrués de façon à recréer la ventilation naturelle d'origine. Dans le cas de fenêtres qui vont remplacer des ouvertures qui étaient précédemment permanentes, de vraiment inciter les gens à laisser ces fenêtres ouvertes le plus fréquemment possible. Donc ça va être plus facile à faire si on a des ouvertures à souffler ou oscillobattantes. Donc ça, c'est aussi des choses à considérer. Et on peut, pourquoi pas, préconiser d'installer une ventilation pour évacuer mécaniquement l'excès d'humidité s'il y a lieu. Et dans les bonnes pratiques, ça va vraiment être de toujours penser en amont des travaux, donc de maintenir ou de restituer une ventilation permanente, alors si possible par un dispositif passif, hein, c'est mieux, puisque effectivement tous les dispositifs mécaniques vont être consommateurs d'énergie. Mais bon, s'il faut en passer par là, pourquoi pas installer un extracteur asservi à l'humidité, ou une VMR par exemple, voilà, si on ne peut pas faire autrement. Une bonne pratique aussi, bon, il peut y en avoir plein, hein, mais ça va être de surveiller le comportement hygrothermique du local pour anticiper des éventuelles conséquences d'une humidité trop importante. Et comme on l'a vu précédemment, de choisir des isolants
dont le domaine d'emploi va être compatible avec les conditions hygrothermiques particulières de ces locaux. Donc, sur la photo suivante, celle-ci, là, voilà, là, c'est une illustration d'une ventilation qui est restée permanente après l'opération d'isolation. Donc, du coup, toujours pas mal de questions sur ces sujets de migration de vapeur d'eau. On avait eu les mêmes types de questions quand on avait traité d'isolation sous rampant. Donc, il y a plusieurs remarques, mais qui ont déjà été bien énoncées par Pauline. Donc, c'est vraiment d'avoir une réflexion sur le complexe en entier en lui-même. Il n'y a pas de mauvais isolants ou de bons isolants. Ça va vraiment être en fonction de ce qu'on a comme type de plancher. Si on a un plancher béton, si on a un plancher bois, s'il y a des traversées de plancher qui sont plus ou moins bien traitées, c'est là aussi qu'on va pouvoir avoir des transferts de vapeur d'eau. Donc, toujours bien vérifier, de un, le domaine d'emploi des matériaux qu'on va mettre en œuvre en sous-face, par rapport au taux d'humidité aussi de la cave ou du garage. Donc, certains matériaux ont un domaine d'emploi qui peut supporter une hygrométrie assez forte. Et puis après, donc, tout ce qu'on appelle SD, tout ce qui est perméabilité à la vapeur d'eau, qu'il faut aussi avoir en tête et bien regarder avant de mettre en œuvre le matériau. Je regarde juste rapidement s'il y a d'autres questions sur le même sujet. Qui fait des diagnostics humidité? Bon, il existe des bureaux d'études qui sont spécialisés sur l'humidité, donc ils vont travailler notamment sur les différentes origines de l'humidité, si on est sur de la remontée capillaire, si on est sur des problématiques de fuite dans des planchers intermédiaires ou des choses comme ça. Donc voilà, qui vont essayer de trouver l'origine de l'humidité pour pouvoir la traiter et regarder aussi si les matériaux qui sont mis en œuvre sont adaptés ou non. Je vous conseille vivement, encore une fois, sur le MOOC, il y a vraiment une séquence sur ce sujet-là. Et puis dans le rapport, même si on n'a pas détaillé cet enseignement précis, puisque là, on était surtout sur le fait de ventiler, de maintenir la ventilation dans les caves et vides sanitaires, on a un enseignement vraiment spécifique sur la migration de la vapeur d'eau, qui est un sujet à part entière. On pourrait y passer 45 minutes facilement. Juste pour poursuivre, donner quelques exemples d'enseignement qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, puisque le but, c'était de vous présenter le rapport en vous donnant quelques exemples d'enseignement. Mais dans le rapport, on traite aussi du fait de soigner la jonction entre panneaux isolants. Ça paraît assez basique, mais c'est des retours d'expérience qui sont nombreux sur les projets qu'on a rencontrés, même des projets où on a une attention qui est portée, etc. On a toujours certaines difficultés sur ce sujet-là. Le fait de soigner l'isolation autour des pénétrations, donc c'est à la fois pour le transfert de vapeur d'eau, mais aussi le transfert des calories, etc. On a très souvent voilà, des découpes qui ne sont pas adaptées, des pénétrations qui ne sont pas traitées au préalable. On a un enseignement également sur le fait de traiter le pont thermique au niveau des murs de refend. Donc, ça rejoint un petit peu le principe de l'isolation des sous-bassements quand on a une ITE. Donc, on a voilà, ces retombées d'isolation qui peuvent être mises en œuvre pour limiter les ponts thermiques. Et donc, du coup, un dernier enseignement sur le fait de prendre toutes les dispositions nécessaires au regard du risque incendie. Où là, donc, il y a vraiment, encore une fois, plein de configurations possibles que vous allez pouvoir rencontrer sur le terrain, que vous rencontrez sur le terrain. Là, dans l'enseignement, on s'est appuyé sur un exemple, mais ça permet d'élargir le sujet sur la sécurité incendie. Je crois qu'il y a eu quelques questions d'ailleurs sur ce sujet. J'ai pas eu le temps de les mettre de côté, mais voilà, cet enseignement va pouvoir vous apporter déjà quelques réponses. Et encore une fois, dans le MOOC, on essaye d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là. Pauline, du coup, je te laisse conclure sur les éléments clés sur ce sujet de l'isolation en sous-face des planchers bas. Oui, merci. Ouais. Donc, comme on l'a vu, donc, il y a de multiples contraintes qui sont liées à l'existant, comme pour tous les travaux de rénovation, qui peuvent amener à avoir une isolation finalement bien moins performante que prévu. Donc, tous les retours d'expérience qui, comme l'a dit Samuel tout à l'heure, ne sont absolument pas exhaustifs, mais ils permettent déjà de tirer certains enseignements. Donc, l'importance, comme on l'a vu, au niveau de traiter à la fois, de réduire les ponts thermiques à la fois en partie courante, mais également au niveau des pénétrations, au niveau des jonctions avec les éléments structurels qui sont en contact avec le plancher, donc de façon à maximiser la performance thermique, de façon à limiter les risques de décondensation et de développement de moisissures. Donc de dévoyer, comme on l'a vu, autant que faire se peut, les réseaux ou tout ce qui est équipement fixé au plancher, et de prévoir des dispositifs d'accès aux organes de manœuvre pour ceux qui restent piégés dans l'isolant, afin d'assurer à la fois une mise en œuvre continue de l'isolant et sa pérennité lors des travaux de maintenance. Ensuite, de compléter l'isolation du plancher par celle de l'ensemble des parois le traversant.
sans quoi on va avoir d'importantes déperditions thermiques qui vont persister entre volume chauffé et non chauffé. De réfléchir donc à la façon de maintenir l'accès aux locaux non chauffés, tout en assurant une isolation continue, comme on l'a vu, sur l'ensemble de la surface du plancher à isoler, et de gérer les risques liés à l'humidité et à l'incendie. Donc en maintenant ou en restituant les capacités de migration de vapeur d'eau à travers le plancher, la ventilation de l'espace non chauffé, comme on vient de le voir. Donc finalement, on se rend compte, c'est comme un peu tout le temps pareil pour la rénovation, qu'on voit que toutes ces actions, elles sont à la croisée de différents enjeux, qui sont à la fois des enjeux énergétiques, des enjeux de confort, de santé, de pérennité du bâti. Donc tout ça nécessite d'avoir une approche qui soit globale, qui requiert une bonne préparation de travaux et une bonne coordination entre les différents intervenants. Donc c'est vraiment essentiel et bon, ça rejoint peut-être un petit peu je ne sais pas si c'était une préoccupation ou quoi sur la question des isolations à 1 euro, mais même si le lot va être isolé à 1 euro, ça n'empêche pas d'avoir une réflexion globale au niveau de l'ensemble du bâtiment, de réfléchir à la préparation de travaux, à la coordination, etc., tout ce qu'on a vu et toutes les questions qui se sont posées autour des interfaces et des interactions. Donc, juste pour vous signaler que la principale référence aujourd'hui au niveau de texte sur ce sujet-là, c'est les recommandations professionnelles RAGE, isolation en surface des planchers bas, adaptables, prévues pour le neuf et la rénovation, qui ont été publiées en mars 2014. Et vous avez aussi des guides, un guide pratique du CSTB sur l'isolation en surface des planchers bas en application du DTU 27.1 pour tout ce qui concerne projection de l'aide minérale à les clients. Et le rapport PACT dont je vous ai parlé très rapidement tout à l'heure avec les stratégies de rénovation et les fiches techniques, dont une qui concerne l'isolation du plancher bas. Juste du coup, avant de terminer de mon côté, il y a une question qui est récurrente par rapport à la mise en œuvre d'isolants biosourcés, notamment par rapport à cette question d'humidité. Donc, j'ai envie de dire, c'est isolant biosourcé, mais c'est valable pour tous les isolants. C'est vraiment le domaine d'emploi. Et du coup, dans les avis techniques, vous avez les domaines d'emploi qui sont spécifiés pour l'isolant. Donc, en termes de sécurité de mise en œuvre, on va dire, il faut vraiment se fier à ces avis techniques et au domaine d'emploi où l'hygrométrie peut être indiquée. Et puis aussi pour tous les autres paramètres dont on a parlé tout à l'heure sur la perspirance, puisqu'il y a vraiment ces deux questions, humidité et perspirance, il y a ces deux volets-là. Donc j'ai envie de dire que ce n'est pas spécifique aux biosourcés. Les biosourcés certains biosourcés ont des comportements par rapport à l'humidité qui sont favorables à une utilisation. Mais il faut toujours vérifier voilà, dans les avis techniques ce qu'il est possible de mettre en œuvre et ne pas s'aventurer sur des choses dont on n'a aucun retour d'expérience ni avis technique. Voilà ce que je voulais vous dire. Je regarde juste avant de conclure s'il reste pas. Il reste sans doute des questions, parce qu'il y en a eu pas mal. Je vois que vous avez échangé entre vous, donc c'est bien. Juste en termes d'informations, donc je l'ai dit tout à l'heure et répété, depuis le 28 septembre, donc le MOOC Rénovation Performance Risque et Bon Réflexe qui est ouvert. Donc, quand vous êtes inscrit, vous avez accès à l'ensemble des cours. Là, on est dans la 3e semaine. Il en reste encore 2 autres à venir les semaines qui viennent. Donc, les cours s'ouvrent au fur et à mesure. C'est le principe des MOOC. Vous avez 2 parcours sur ce MOOC. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Vous avez un parcours enveloppe et un parcours équipement. L'idéal étant de faire le tout, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, au niveau des interactions interfaces, c'est là que se joue beaucoup de nos qualités. Donc, le fait de faire l'ensemble du MOOC, ça permet d'avoir une visibilité globale. Mais en tout cas, vous avez aussi une entrée par équipement ou par emplacement dans le bâtiment. Donc, c'est un petit peu un MOOC à la carte que vous pouvez réaliser. Pour ceux qui sont aujourd'hui en Bretagne, autour de Rennes, il y a le Saint-Loir Tibat. On va faire une petite présentation cet après-midi avec un apéro MOOC aussi à 18h pour échanger sur le contenu du MOOC. Si vous êtes inscrit, pas encore inscrit, ça va pouvoir vous permettre d'échanger avec les personnes qui ont participé, de pouvoir débattre sur certains sujets qui méritent d'avoir plus d'éléments de compréhension. Et concernant les webconférences du dispositif Rex Bâtiment Performant, je vous donne rendez-vous du coup le 4 novembre 2001 où on traitera des chaufferies biomasse. Voilà, pour vous laisser, je vais vous laisser avec une petite vidéo qui vous présente la mallette pédagogique pour ceux qui la connaîtraient pas encore. Voilà, qui est ce que j'ai dit tout à l'heure, le réceptacle de toutes les productions du dispositif Rex Bâtiment Performant et sur lequel vous avez une entrée par corps de métier en fonction de si vous êtes formateur, entreprise, etc. On a priorisé certaines informations pour faciliter votre parcours et puis la recherche des sources et des informations qui vous intéressent. Alors, je vais préparer le partage d'écran. Hop, alors, la petite vidéo, elle est ici.
va se mettre en plein écran. Voilà, donc www.dispositifrexbp.com. Donc, comme je vous le disais, vous avez une entrée par formateur enseignant, une entrée professionnelle et une entrée étudiant apprenti. Et donc, les ressources, elles vont être disponibles d'une manière différente. Vous aurez accès à toutes les ressources, mais on va privilégier certains parcours par rapport à d'autres. Et donc, pour chaque ressource, elles sont téléchargeables gratuitement. Donc, vous allez retrouver le rapport qu'on a présenté aujourd'hui. Vous allez le retrouver, toutes les documentations techniques, les liens vers le catalogue PACT aussi. Vous allez retrouver tous les guidrages, les calepins de chantier, etc. Et vous avez la possibilité de vous constituer une collection si vous souhaitez travailler essentiellement sur une thématique en particulier. Voilà, vous pouvez faire le choix de sélectionner tous les documents que vous trouvez dans la mallette et puis de tout télécharger en fin de parcours. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Pauline, pour la présentation. Merci à Clément et Gilles qui ont participé à ce travail de sélection des enseignements et puis d'explication et de recherche de bonnes pratiques et de solutions correctives. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.